La première chose que je dois vous dire, c'est que quelque chose a été avec moi tout le long de ma vie. Je ne prétends pas avoir un ange gardien, car cela n'a pas toujours été bon pour moi. C'est juste qu'il y a d'innombrables choses qui m'ont amené à douter de ma propre santé mentale. Ce sont des histoires que je raconterai une autre fois. Aujourd'hui, je veux parler de quelque chose qui m'est arrivé alors que je combattais un véritable ennemi, tangible, dans les montagnes afghanes. Je faisais partie de l'une de ces unités dont on fait généralement des films, mais des films qui ne leur rendent jamais vraiment justice. Nous étions en opération dans une partie de l'Afghanistan relativement mal connue. Aucun documentaire n'a été réalisé sur ce que nous avons fait là-bas, aucun reporter n'avait été intégré à l'unité. La mission dont je vais vous faire part était simplement une mission de reconnaissance. Nous avons été chargés de préparer une cache et d'arpenter un village qui hébergeait peut-être un ennemi à code unique, ciblé par nos équipes de soutien et de renseignement. Maintenant, les personnes qui connaissent les opérations militaires savent qu'il n'y a pas beaucoup d'ennemis portant le même nom de code en Afghanistan. La plupart des nouveaux gars ont maintenant deux noms, souvent quelque chose de ridicule comme Purple Octopus ou Green Badger. Les ennemis avec un seul nom de code, et qui sont toujours en activité, sont les plus rusés et essentiels pour les talibans, car ils nous combattent depuis des années. Ils sont donc glissants, comme des anguilles, et savent comment nous agissons. À ce moment-là, nous devions marcher plusieurs kilomètres pour nous rendre au village. Notre travail allait consister à observer pendant plusieurs jours et à rendre compte de l'activité. Nous allions rechercher des mouvements particuliers, en plus de l'agitation quotidienne. Le type que nous recherchions avait très certainement un contingent de garde du corps. Il serait certainement très entraîné et physiquement très différent des villageois locaux. Le mouvement vers le village s'est déroulé sans accroc. Nous avons formé une équipe de 6 personnes et une équipe de 2. La plus grande a installé le camp et le binôme s'est approché de la cible et a créé un poste d'observation avec un point de vue différent. Après que nous ayons installé nos armes d'épaule et que j'ai fourni à notre équipe les zones à couvrir avec les 240B, nous étions tous bons. Tout ce que nous avions à faire, c'était de faire tourner les équipes, garder notre poste d'observation à 2 hommes, avec 2 autres hommes sur la radio et les 240B. Ainsi, nous pouvions maintenir notre sécurité à environ 50%, jusqu'à la fin de notre mission. La situation a commencé à déraper à la fin de la 2e journée. Notre radio captait un signal de mauvaise qualité et les métaux lourds dans les montagnes ne faisaient qu'empirer les choses. Nous avions pris contact avec notre centre d'opération tactique lors de notre installation initiale, et nous n'avions pas pu les recontacter. Nous avions déjà manqué 2 fenêtres de communication. Notre procédure standard consistait à ne pas déclencher le plan retraite et récupération avant d'en avoir manqué au moins 4. De plus, nous n'arrivions toujours pas à faire marcher notre putain de communication satellite. Nous avons finalement réussi à positionner l'antenne pour communiquer 1 seconde avec le centre d'opération tactique, alors qu'ils nous appelaient. Nous ne savions pas s'ils nous avaient entendus les saluer. Quoi qu'il en soit, nous avions déjà obtenu de bonnes images de la cible, et nous étions assez confiants sur le fait d'avoir pu identifier le type que nous recherchions. Enfin, nous avons pu accrocher une communication avec l'un de nos moyens aériens, et ils ont promis de les relayer afin que le centre d'opération tactique cesse de s'inquiéter pour nous. Malheureusement, nos gars de la radio avaient été obligés de se déplacer pour tenter de capter des communications, et l'un d'entre eux était à peu près sûr d'avoir été aperçu par quelqu'un qui se déplaçait à l'extérieur du village. Il a dit avoir vu un homme en robe blanche qui bougeait vite, comme s'il courait. Il y avait quelque chose de bizarre dans la façon dont il l'avait décrit, mais ce qu'on craignait davantage, c'était d'avoir été compromis. Inutile de dire que nous avons plié notre bordel et étions prêts à partir. Nous ne voulions pas nous retrouver dans un putain de guêpier, comme dans le film Lone Survivor. On était grillés. Donc à ce stade, la tombée de la nuit s'achève, et nous avançons assez rapidement. Putain, tout le monde est en alerte. Nous sommes une petite unité, dans une région éloignée, sans accès immédiat à une force de réaction rapide, et nous n'avons aucun moyen de communication fiable. Je me déplaçais à l'arrière, car mon expérience me permettait d'effacer les traces laissées par ceux qui piétinaient devant moi. En marchant à reculons, et en veillant à ne pas rendre trop ridiculement visible le sentier que nous étions en train de créer, j'ai vu une lueur blanche, au loin. Et là, ça a commencé à devenir vraiment bizarre. Je me sentais presque à l'aise. Ça sentait le pain frais. Je me sentais comme si je reculais, tout en sachant que je tomberais sur un endroit agréable, confortable, où je pourrais me détendre. C'est là que mon instinct s'est opposé naturellement à ça. Tu dois bouger. Vous avez été compromis. Si tu te fais prendre, ta famille va te regarder te faire couper la tête sur une putain de vidéo YouTube. Ce genre d'idée réconfortante et les communications enfin opérationnelles
m'ont également aidé à dépasser cette sensation. J'ai demandé à mes gars de bien garder les yeux ouverts, parce que je pensais avoir vu quelqu'un nous suivre. Notre éclaireur senior a ajouté « C'est étrange. J'ai l'impression d'avoir vu un mec en blanc sur la crête devant nous. » À ce stade, tous les poils sur mon cou se sont dressés. Tout semblait étrange. L'air était lourd et d'une certaine manière plutôt doux. Le silence assourdissant. Le problème que nous avions, c'est que nous étions à des kilomètres de tout ce qui aurait pu assurer notre sécurité. Nous n'avions pas d'autre choix que de continuer à nous diriger vers la zone de récupération. Avance rapide, un peu plus tard. C'est maintenant le noir total. Nos nodes sont activés. Et quiconque est familiarisé avec la vision nocturne sait qu'elle illumine tout d'un vert éclatant et peut également foutre en l'air votre perception de la profondeur. Nous sommes tous fatigués et portons chacun environ 100 kilos de conneries. Nous avons pompé sur notre adrénaline pendant des heures et avons traversé des terrains très accidentés, rocheux et montagneux. Des hallucinations peuvent se produire, mais ce qui s'est passé ensuite est au-delà de ma compréhension. Premièrement, nous avons entendu un son ressemblant à un énorme avion qui décollait. Un bourdonnement bas et fort qui augmentait lentement en hauteur. Nous avons dû crier par-dessus pour nous faire entendre lors de nos communications radio. Partout où j'ai regardé, j'ai continué à voir ce qui ressemblait à des yeux brillants qui me fixaient. Seulement, une fois que je me concentrais dessus, ils disparaissaient. Nous étions paniqués. Tout le monde serrait son fusil. Nous nous attendions à une sorte d'attaque par embuscade. Et nous avons commencé à parler du point de rencontre auquel nous nous retrouverions si nous avions besoin de nous regrouper et de bouger. Ensuite, tout s'est arrêté. Tout est devenu noir. La seule chose que j'entendais était mon souffle et le sang qui pompait dans ma tête. Nous nous sommes enterrés dans le flanc de la montagne et avons stoppé ce que nous faisions, observer les alentours et écouter, pendant environ 10 minutes. Rien. Pas même les insectes. L'air et la terre. Tout était silencieux. J'ai jeté un coup d'œil derrière nous, alors que nous avions enfin décidé de bouger. Et tout d'un coup, là où il n'y avait rien un instant auparavant, j'ai vu un homme, vêtu d'une robe blanche. Il se dirigeait lentement vers une position plus haute et parallèle à la nôtre sur la montagne. Il semblait fondre sur les rochers. Sa façon de se déplacer n'était absolument pas naturelle. À travers les lunettes à vision nocturne, ses yeux brillaient. Je l'ai regardé, et j'ai vu qu'il me regardait aussi directement. Il faisait nuit noire, il n'aurait pas pu nous voir à cette distance sans aucune sorte d'appareil à vision nocturne. Soudain, il s'est arrêté. Il a soulevé un de ses bras et l'a maintenu en l'air, presque comme s'il me faisait signe de la main. Puis le bras a fondu, prenant une forme qui n'avait plus du tout l'air d'un bras, mais d'une sorte de trompe extensible. J'étais sur le point de demander aux gars si eux aussi pouvaient le voir, quand il a soudainement disparu. J'ai ensuite vu de vraies lumières, au loin, ce qui signifiait que quelqu'un avait détecté nos mouvements, ou avait entendu le son assourdissant. Peu importe ce qui nous poursuivait, tout contact humain était dangereux, et nous devions continuer à avancer malgré tout. J'ai gardé un œil sur les lumières aussi longtemps que possible, avant de passer au-dessus d'une crête, et elles ont alors clignoté. Nous avons vu environ 7 autres clignotements, avant d'atteindre l'emplacement pour l'exfiltration, et ce sans accroc. Les bizarreries vécues plus tôt nous ont été expliquées comme des réactions délirantes liées à une fatigue extrême. En fait, c'est plus que cela. Notre cerveau ne pouvait vraiment pas comprendre ce qui était en train de se passer. D'ailleurs, personne d'autre que moi n'a vu la chose, ou l'homme avec le bras étrange. En rentrant, nous sommes passés à autre chose, mais nous avons été obligés d'y revenir quelques jours plus tard. La raison pour laquelle nous avions été envoyés là-bas était de rapporter des informations, afin de par la suite mener un raid. Le raid a été un succès, en ce sens que trouver un cerf sur la route, percuté par une voiture, est une chasse aux cerfs réussie. Car apparemment, l'équipe qui s'est installée dans le village que nous observions l'a retrouvé complètement abandonné. Ils ont également trouvé plusieurs corps dans la zone où j'avais vu les lumières clignotantes et d'où nous nous sommes tirés en vitesse. Les cadavres ont été réduits en lambeaux. Et sur la base de la grande quantité de sang retrouvée sur place, le consensus général est qu'il y avait eu sans doute plus d'hommes tués que le laissait suggérer le nombre de cadavres. La mission a été enregistrée dans les archives officielles comme un raid réussi, avec plusieurs ennemis d'importance neutralisés. Officieusement, personne n'a la moindre idée de ce qui les a tués. Tout ce que je sais, c'est qu'il a choisi. Il a choisi ses hommes, et pas nous. J'ai une idée du pourquoi.
Mais ces histoires devront attendre une autre fois. Enfin, si ça vous intéresse.